Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Histoire. Ah, la Russie, ce beau territoire grand, vaste, uni. Mais c'est quoi ça? Attendez, je dois vérifier. Ah oui, mais il s'avère en fait que le territoire russe ne forme pas un tout. Il existe un tout petit territoire lui appartenant, représentant moins de 1% du total du territoire russe, enclavé dans l'Union Européenne. Il s'agit en fait d'un oblast, une unité administrative que l'on pourrait traduire par chez nous par une région, l'oblast de Kaliningrad. Mais que fait donc ce morceau de Russie ici? Et pour répondre à cette question, il faut revenir loin en arrière. C'est parti. Donc, l'oblast de Kaliningrad est ici et nous allons suivre son évolution à travers le temps. Jusque vers l'an 1000, la région, qui correspond aujourd'hui à l'oblast, était habitée par une population balte, des peuples indo-européens du nord de l'Europe. Peuples qui étaient païens. Et donc les Polonais n'apprécient guère ces peuples païens et ils dirent « Hey, on va vous convertir à la religion catholique, c'est cool, non ?» Et durant environ 3 siècles, les Polonais tentèrent d'évangéliser ce peuple par la force. Ils ne se laissent pas faire et font des incursions armées sur le territoire polonais. Incapable d'y résister, la Pologne fait alors appel aux chevaliers teutoniques en 1225, un ordre au départ hospitalier puis militaire, fondé en Terre Sainte à l'époque des croisades, réfugié à cette époque dans le Saint-Empire romain germanique, et qui était alors composé principalement de chevaliers allemands. La Pologne donc demande de l'aide à l'ordre teutonique et l'empereur du Saint-Empire, Frédéric II, les autorise à garder les terres qu'ils auront conquises. En plus, les chevaliers sont appuyés dans leur conquête par le pape Célestin III, qui a lancé en 1193 les croisades baltes afin de convertir ces peuples païens du nord-est de l'Europe. Autant dire qu'ils ont l'autorisation de faire tout et n'importe quoi, et c'est ce qui va se passer. La guerre dure de 1230 à 1283 et est extrêmement violente. La plus grande partie de la population prussienne a été massacrée. La conquête est jalonnée par la construction de places fortes comme Königsberg en 1254, l'actuel Kaliningrad, et pour remplacer la population décimée, on fait appel à des colons polonais et surtout allemands. Ah mince, y a plus personne. Venez les amis, on est bien. En l'an 1300, tous les peuples baltes, sauf les Lituaniens, étaient sous l'autorité de l'ordre teutonique et donc convertis ou exterminés. Avançons de plus d'un siècle dans le temps, le royaume polonais et la Lituanie sont désormais alliés depuis 1385. Lituanie qui, du coup, s'est convertie à la religion catholique du fait de son alliance avec la Pologne. Mais en fait, les chevaliers teutoniques, ils étaient censés convertir, mais maintenant qu'ils ont converti tout le monde, ils ont pas besoin de continuer les conquêtes, non? Bah non. Mais du coup, ils vont quand même continuer. Malgré la conversion de la Lituanie, les chevaliers continuent leur raid dans le pays dans le but de renforcer leur pouvoir dans la région, et en 1409, les tensions sont telles qu'une guerre éclate, guerre qui se conclut par la défaite de l'ordre teutonique, qui préserve néanmoins ses territoires mais doit renoncer à toute expansion territoriale, surtout en Lituanie. Une quarantaine d'années plus tard, en 1454, la région sous domination teutonne est alors fortement bouleversée par de nombreuses révoltes, et ces révoltes, afin d'avoir encore plus d'impact, appellent la Pologne à l'aide. Et donc, entre 1454 et 1466, se déroule ce qu'on appelle la guerre de 13 ans entre la Pologne et l'État teutonique. Et cette guerre fut très compliquée pour les deux parties qui ont vu tour à tour les victoires de l'ordre teutonique puis les Polonais, mais finalement les chevaliers sont écrasés par la Pologne et la Prusse occidentale est alors annexée au royaume de Pologne. Cette zone devient alors une province polonaise dont la capitale est Danzig. Rappelez-vous-en, nous allons y revenir. Quant à la Prusse orientale, qui correspond à peu près à l'oblast de Kaliningrad d'aujourd'hui, elle reste sous le contrôle teutonique, mais devient le vassal de la Pologne. Avançons encore de quelques années, en 1521, les conflits reprennent entre la Pologne et ce qui reste de l'État teutonique, et pour survivre encore un peu, le dirigeant de l'État teutonique décide de se convertir au protestantisme, de supprimer l'État teutonique en 1525, en faveur d'un duché de Prusse héréditaire, dont il devient le duc, mais en restant le vassal du royaume de Pologne. Alors pourquoi la Pologne n'a pas tout simplement pris la région? Tout simplement parce que le nouveau duc de Prusse est son filleul. Oui, le roi de Pologne c'est son oncle, enfin pas la famille. Un siècle plus tard, en 1618, faute d'héritier, le duché de Prusse rejoint la marche de Brandebourg, car le dirigeant du Brandebourg était le parent le plus proche, et du coup, durant un siècle, ce territoire va s'agrandir et même devenir un royaume en 1701, car l'empereur du Saint-Empire romain germanique a besoin de soldats dans la guerre de succession d'Espagne, et le Brandebourg-Prusse en possède une puissante, et donc, en échange de son armée, le Brandebourg-Prusse devient le royaume de Prusse. Et pourquoi pas le royaume de Brandebourg, étant donné que la capitale est à Berlin, dans le Brandebourg?
La réponse à cette question est très simple, c'est parce que personne n'avait le droit de se faire couronner roi dans les terres du Saint-Empire, ce qui n'est pas le cas de la Prusse qui se trouve en dehors de l'Empire. Le royaume de Prusse augmente petit à petit son territoire à coups de nombreuses batailles, bref, tout réussit à la Prusse à ce moment-là. Le 18 janvier 1871, l'Empire allemand est proclamé dans la galerie des glaces du château de Versailles à la faveur de la défaite de la France. Guillaume Ier, roi de Prusse et nouvel empereur allemand, va d'ailleurs en profiter pour piquer l'Alsace et l'actuelle Moselle et les intégrer à son territoire. Voici d'ailleurs le territoire qu'il contrôle, et donc à ce moment-là, l'oblast de Kaliningrad est ici, en Prusse. Nous arrivons maintenant en 1918, la fin de la Première Guerre mondiale et la défaite du Reich allemand. L'Allemagne vient de perdre la guerre, l'Empire s'effondre le 9 novembre après une révolution et laisse place à la République de Weimar proclamée le jour même. Cette nouvelle république signe l'armistice le 11 novembre 1918, soit 2 jours plus tard, et la paix est signée à Versailles le 28 juin 1919, traité de Versailles qui donne ses nouvelles frontières à l'Allemagne, et voyez qu'on n'a pas été très tendre. Au passage, la France récupère l'Alsace et la Moselle. Mais surtout, la Pologne redevient indépendante et elle récupère d'importants territoires qui se trouvaient dans l'est de l'Allemagne, notamment la région autour de Danzig, dont nous avons parlé tout à l'heure, ce qui garantit l'accès de la Pologne à la mer, mais a aussi pour effet de séparer la Prusse orientale, restée allemande, du reste de l'Allemagne par ce qu'on va appeler le corridor de Danzig. Évidemment, ce traité qui humilie l'Allemagne et coupe son territoire en 2 parties va créer une rancœur énorme au sein du peuple allemand, rancœur qui va mener à la Seconde Guerre mondiale. Attention, c'est un résumé, il y a évidemment d'autres facteurs à la Seconde Guerre mondiale. Et là, boum! Voici les conquêtes d'Hitler entre 1939 et 1943. D'ailleurs, pour l'anecdote, le premier coup de canon de la Seconde Guerre mondiale est tiré à Danzig. En été 1945, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS se réunissent à Potsdam pour fixer le sort des nations ennemies vaincues, ou presque, et principalement l'Allemagne. Staline, lui, vient de libérer l'Europe de l'Est et est donc en position de force. Parmi toutes les décisions prises à Potsdam, Staline réclame comme un tribut de guerre la partie nord de la Prusse orientale allemande, la partie sud revenant à la Pologne, qui sera aussi sous son contrôle de toute façon. Pour Staline, c'est une contrepartie des pertes humaines subies par les soviétiques pendant la guerre, entre 17 et 20 millions de morts à peu près. L'URSS accède ainsi aux ports de Pylos et de Königsberg qui, à la différence de Leningrad et de Kronstadt, étaient libres de glace toute l'année. Le reste de l'Allemagne est alors partagé entre les 4 gagnants, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS et la France. C'est ainsi qu'après avoir été une des plus grandes puissances européennes, le nom de Prusse a disparu de la carte. L'État de Prusse, qui a été depuis des temps anciens le berceau du militarisme et de la réaction en Allemagne, est aboli. Cet État aura donc duré 246 ans, 1 mois et 1 semaine. Je reviendrai! En devenant en 1946 un oblast, division administrative de l'Union soviétique, la région se voyait directement rattachée à la RSFSR, République socialiste fédérative soviétique de Russie, qui se dit il y a beaucoup trop d'Allemands ici. Et donc, en juillet de la même année, la ville et la région furent rebaptisées Kaliningrad, en l'honneur de Mikhail Kalinin, président du Soviet suprême, décédé 1 mois plus tôt. C'est le Parlement de la République socialiste soviétique de Russie. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les populations allemandes prennent la fuite, et pour celles qui ne sont pas encore parties, un décret de 1948 exige leur expulsion totale. On assiste alors à une soviétisation du territoire, les populations soviétiques arrivent grâce à des rabatteurs russes qui proposent des avantages pour favoriser le peuplement. Un équivalent de 2 ans de salaire, 1000 roubles pour chaque membre de la famille, et un choix entre un prêt de 3000 roubles ou une vache. Sans compter le transfert gratuit jusqu'à Kaliningrad et l'attribution d'une maison. Officiellement, d'après Potsdam, le territoire n'est pas annexé par la Russie, il est juste sous administration soviétique. Cependant, lors de la réunification de l'Allemagne en 1989-90, celle-ci va abandonner toute prérogative sur ce territoire. En gros, elle n'en veut plus, elle le laisse. Et Kaliningrad acquiert rapidement une fonction stratégique, abritant par exemple la flotte russe de la mer Baltique. Tout au long des années 1990, les autorités russes sont peu préoccupées du devenir de l'enclave, et c'est principalement dû au fait qu'en devenant indépendants en 1991, à cause de la dislocation de l'URSS, les pays baltes ont de fait coupé la région de Kaliningrad du reste de la Fédération de Russie. Il faut désormais passer par 3 frontières pour rejoindre cette ville, la ville russe la plus proche, située à 600 km. Les effectifs de la flotte de la Baltique ont été fortement et rapidement réduits et ce commandement déplacé à Saint-Pétersbourg. Du coup, se voyant coupés de mère patrie, les autorités locales font le pari d'un rapprochement avec les pays d'Europe de l'Ouest, espérant tirer parti de la position géographique particulière de la région.
Certains dirigeants souhaitent même faire de Kaliningrad l'un des plus grands ports européens. D'autant que la région possède 90% des réserves mondiales d'ambre, du pétrole en abondance, la région produit même un téléviseur sur 2 dans toute la Russie et possède la deuxième flotte de pêche de toute la Russie. De nombreux constructeurs automobiles comme BMW, Kia, Chevrolet, Hummer ne m'ont pas payé pour cette vidéo, font produire des milliers de véhicules dans Kaliningrad. Bref, la région est quasiment viable économiquement parlant, ce qui fait que des mouvements indépendantistes naissent très rapidement. En 1996, l'Union européenne a même mis en place une zone économique spéciale en faveur de l'enclave afin de baisser les taxes douanières, ce qui a fait exploser la production automobile de Kaliningrad ainsi que les différentes exportations. Bref, tout va bien. Au début des années 2000, l'Union européenne se dit La Russie n'a plus beaucoup d'influence sur ses anciens États satellites, pourquoi ne pas les intégrer à l'UE? C'est ainsi que les États baltes rejoignent l'UE en 2004 avec la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie, rejoint plus tard en 2007 par la Bulgarie et la Roumanie, et enfin plus récemment en 2013 par la Croatie. Mais tout ceci fait peur à la Russie qui souhaite préserver son influence. Et donc Kaliningrad, un temps symbole de la coopération, se transforme progressivement en avant-poste de la résistance russe face à une Europe avide d'intégration de ses anciens États satellites sous son influence. La construction européenne se réalise sans que la Russie ne puisse rien faire, la Pologne et les États baltes deviennent les frontières extérieures de l'Union européenne avec l'adhésion à l'espace Schengen, chose qui déplaît fortement à la Russie qui voit de plus en plus son influence baisser. La Pologne affiche clairement un sentiment anti-russe, dénonçant sans cesse les pratiques de Moscou à l'époque communiste. Les 3 États baltes, Lettonie, Lituanie et Estonie, ont peur de subir le même traitement que la Crimée, une annexion pure et simple. D'ailleurs, l'ensemble des États baltes ont rejoint l'OTAN. En 2004, rejetant ouvertement leur passé russe et claquant ainsi la porte aux volontés de Poutine de reformer une grande Russie. Organisation du traité de l'Atlantique Nord, une alliance défensive entre principalement l'Amérique du Nord et l'Europe. L'oblast devient alors un moyen de garder une présence russe en Baltique, un poste stratégique pour y installer des missiles proches des capitales européennes et surtout pour surveiller ses nouveaux membres de l'OTAN. En réponse au projet d'un bouclier antimissile européen, le Kremlin a agité la menace d'y implanter des missiles de type Iskander, des missiles pouvant aller jusqu'à 500 km. Aujourd'hui, les habitants de l'enclave assistent impuissants à la remilitarisation de leur territoire et s'isolent progressivement dans une ambiance digne de la guerre froide, bloquant ainsi le tourisme et les investissements étrangers. En juillet 2005, ce petit territoire fêtait ses 750 ans d'existence, 700 ans d'histoire allemande, mais on ne se souvient presque que des 50 ans d'histoire russe. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux, mais surtout à partager la vidéo. Merci. Un énorme merci à tous mes tipeurs qui me font confiance. Cette émission se construit et s'améliore grâce à vous. Rejoignez-les. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire.